mais ça nous tient à cœur d'avoir toujours une séance pour enfants. Et Sirocco et le Royaume des courants d'air était le film idéal. Alors, je rassure les parents, moi, quand j'ai vu le film à Annecy, puisqu'il a fait sa première internationale au Festival du film d'animation d'Annecy, j'ai versé ma petite larme. Voilà, donc ça fonctionne aussi sur les grands qui ont un cœur endurci comme le mien et qui regardent des atrocités toute l'année pour faire la programmation de ce magnifique festival. Ça fonctionne et je suis ravi de le montrer parce que c'était un vrai coup de cœur. C'est aussi, je suis aussi très heureux de présenter le film dans le cadre du festival parce qu'il est produit par Sacre Bleu Production, une société qu'on suit, on aime beaucoup ce qu'ils font, les courts-métrages, les longs-métrages, on avait montré Ma famille afghane en sélection. Voilà, on est aussi ravi de montrer le film parce qu'il a été coproduit ici, en région, il a été soutenu par la région Grand Est, et du coup, on a une grosse partie de l'équipe du film qui est là, et qui va venir vous présenter le film, et qui reviendra après pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais les nommer en essayant d'oublier personne, mais évidemment, on a Benoît Chieux, le réalisateur. On l'accueille chaleureusement. On a Ron Jens, le producteur, Sacre Bleu, j'en parlais. On a Alexis Frégodin, le directeur du studio d'animation Parangon. Tous les soucis, Alexis. Régis Gibol, le mixeur du film, mais aussi parmi nous, on l'accueille. Et on a aussi Luc Tarin, le directeur du studio Inner Vision et des studios du Rhin. Benoît, merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça me fait très très plaisir. Je ne vais pas parler longtemps parce que l'idée c'est vraiment de voir le film. Juste quand même un petit mot, vous êtes parmi les premiers spectateurs à voir le film, parce que comme le disait Daniel, le film a été montré au Festival d'Annecy, mais pour un public plutôt spécialisé. Donc là, vous êtes vraiment les tout premiers, donc c'est très intéressant pour moi de vivre cette projection avec vous. Et le film sort en décembre, le 13 décembre, donc il y a encore un petit marathon pour suivre, accompagner le film jusqu'à ce moment-là. Donc vraiment, le film est tout chaud. Et le petit mot que je voulais dire, c'est que moi j'ai fait ce film pour des enfants de 5 ans, et il n'y en a pas beaucoup dans la salle, il y a beaucoup d'adultes. Mais je rassure les adultes, parce que je m'adresse aussi aux enfants de 5 ans que vous avez tous été. Donc je pense que vous êtes concernés par ce film. Voilà ce que je voulais dire, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était une sacrée expérience. On a terminé le film, on est très très content de vous le montrer. Et voilà, donc on attend un peu votre retour après la projection. C'était l'équipe du son. Voilà, je crois que tout est dit. Merci beaucoup. On est là pour discuter avec vous après, bien sûr. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, bonne connexion. Merci. Comment c'est né, j'ai entendu, j'ai lu que c'était quelques petits dessins. C'est comme ça qu'un film d'animation naît. C'est deux filles accrochées à un moulin et ça donne un film. Oui, il y a toujours un point de départ, parfois qui est très, très simple, très ténu. En fait, à l'origine de ce projet, j'avais fait un dessin où on voyait deux enfants accrochés à un moulin. C'était un moulin sur une colline qui s'envolait, arraché par le vent. Et suite à ça, après, tout l'univers s'est développé petit à petit. Il faut savoir que c'est un long travail. En fait, le dessin dont je vous parle date de 2013. Voilà, c'est un long travail. Et donc il y a une grande phase de développement. Dans un film comme ça, il y a deux grandes étapes. Il y a l'étape de financement, de développement du film qui a été très longue, et l'étape de fabrication purement matérielle, qui a permis de faire tout le film que vous avez vu. Et donc l'étape de développement s'est étalée entre 2013 et 2021. On a commencé la fabrication en septembre 2021. On a fini en mai cette année. Donc en fait, il y a deux temps. Il y a un temps très long de développement et un temps assez court de fabrication. Donc voilà. Mais oui, c'est très étrange de savoir pourquoi un film naît, pourquoi on a envie de le faire. Et parfois, on n'a pas toujours la réponse d'ailleurs. C'est parfois une intuition. On dit tiens, il y a quelque chose là qui me porte, on ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un réalisateur, quand il fait un film, il fait un message qui s'envoie à lui-même.
Mais ce message, il est parfois crypté, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que parfois, il faut du temps pour essayer de comprendre, même pour le réalisateur, pour la personne qui fait le film, pourquoi il a vraiment envie de faire ce film. Et à vrai dire, je n'ai pas forcément toutes les réponses, je ne pourrais pas répondre précisément à cette question. Mais et voilà, il y a cette intuition, cette envie de porter un projet jusqu'au bout. Et là, c'était vraiment l'idée de faire ce film autour du vent qui emporte ces deux enfants. Et le vent en animation, c'est très intéressant parce que c'est le mouvement. Et donc, on est toujours obsédé par l'idée de mouvement quand on fait du dessin animé, parce que ça se mène du médium. Et donc voilà, il y avait cette force quoi, qui me semblait intéressante. Et surtout, la deuxième dimension du vent, c'est que c'est quelque chose d'invisible. Donc j'ai essayé de transmettre à travers ce personnage de Sirocco. On le voit à la fin disparaître en fait, on voit que ce personnage n'existe pas. Et moi j'ai une espèce d'obsession comme ça d'essayer de montrer quelque chose qui n'existe pas. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le cinéma là, qui est très fort et qu'on peut aussi percevoir parfois dans le hors-champ, on parlait tout à l'heure des films d'horreur, mais c'est vrai que c'est ce concept de faire ressentir au spectateur des choses qui ne sont pas forcément visibles. Donc, voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une première question dans le public là-bas? On va vous passer un micro après. Ouais. Bonjour. C'est pour m'entraîner avant 14h aussi, à parler devant tout le monde. D'abord, merci pour ce film, il était super chouette. On sent les inspirations très japonisantes, Ghibli, tout ça. Et puis même, ça m'a rappelé des choses aussi de mon enfance. Je sais pas, des livres dont je connais peut-être plus encore les noms, mais voilà, des peintures, des dessins animés, tout ça. Donc ça, c'est chouette aussi de nous rappeler côté nostalgie. Et voilà. Et moi, j'avais une question, c'est vraiment, il y avait les personnes du son, c'était une boutade tout à l'heure, et ça peut être une question intéressante pour les enfants. C'est comment on fait justement les bruitages. Et j'avais l'occasion, c'est un objet que je trimballe dans mon sac depuis 2 jours. C'est un hibou. C'est aussi une flûte. Donc je peux vous montrer. Attendez, bon, j'y joue pas très bien encore. Voilà la magie du. Donc peut-être voilà parler, si vous avez des anecdotes justement sur des méthodes de fabrication, voilà, de bruitage, si vous pouvez parler de la musique ou d'autres choses. Alors ça tombe bien parce qu'on a une grande partie de l'équipe son qui est là avec Régis et Luc, mais il manque quelqu'un de très important, c'est Gurval Coelho-Galaz qui a fait toute la création sonore de Sirocco, qui est vraiment très présente. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu, mais le vent, le personnage de Sirocco, le deltaplane, tout ça, ce sont des sons en fait qui n'existent pas parce qu'en fait c'est impossible d'enregistrer le vent. La première chose que Gurval m'a dit, c'était en fait c'est un film impossible à faire parce qu'on ne peut pas enregistrer le vent. Donc en fait ce que vous avez entendu pendant le film, ce sont entièrement des reconstitutions de bruitage, d'assemblages qui ne sont pas forcément du vent. Il peut y avoir du sable, du papier, mille choses en fait, qui sont distordus comme ça et qui créent l'illusion du vent. Et ce qui était assez difficile pour Gurval, c'était d'arriver à caractériser les personnages à travers des sons spécifiques, pour pas qu'on ait un espèce de bruitage de fond qui devienne vite insupportable. Et donc il fallait comme ça caractériser les éléments dont je vous ai parlé, pour qu'on reconnaisse bien à chaque fois que Sirocco, par exemple, quand Sirocco rencontre Juliette, on sait déjà que c'est lui avant même de le voir, parce qu'on l'a déjà entendu. Et donc ça a l'air de rien, mais tout ça c'est un gros travail de préparation. Il y a eu je ne sais plus, au total 6 semaines, je crois, vraiment de travail de création sonore. Et puis, on a la chance d'avoir Régis qui a fait le mixage et qui aussi participé à l'enregistrement des voix, qui s'est fait à Strasbourg. Je sais pas. Oui, pour continuer sur les bruitages de vent, parce que c'est une composante importante du film. C'est vrai que, par exemple, tout ce qui était vent réel, en fait, ça a fonctionné assez mal. De les mettre, donc il a fallu beaucoup réenregistrer le vent en soufflant dans des tuyaux, en soufflant dans des instruments de musique, genre DJ, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de vent de synthèse en fait, mélangé avec quelques vents réels, mais
juste un vent réel, ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas la magie justement. Ça ne permet pas d'identifier aussi d'avoir une couleur assez marquée, quoi. Et sinon après, on utilise aussi souvent des bruitages qu'on détourne aussi un peu de leur fonction initiale. Par exemple les crocs-en-bec, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est comme son. En fait, c'est des bruits de manchots. C'était pour la prochaine question. Voilà, donc en fait c'est des bruits de manchots qu'on a remis sur les coques-en-bec. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est vrai que quand on n'y pense pas, ça fonctionne comme ça. Mais après, on utilise aussi souvent des sons qu'on détourne, en fait. Pour les chats. Les chats, c'est un mélange de vrais chats et de la fille de Benoît qui est enregistrée. Il y a une question. En fait, je voulais savoir quand Selma elle chante et que du coup elle prend des grandes inspirations, si c'est si c'était fait avec on va dire une femme qui inspire vraiment ou si c'est avec des en bruitage, je sais pas comment expliquer, avec autre chose que de la vente. C'est un peu les deux. Donc en fait, il y a une vraie inspiration qui après a été trafiquée, rallongée, qu'elle soit. On n'aurait pas fait d'inspiration aussi longue. Donc voilà, ça a été transformé. À partir d'une vraie inspiration. Il y avait une jeune fille juste derrière là qui voulait poser une question. Au tout début, votre film, il est très bon, super. Et c'est juste sur la musique. Est-ce qu'on pourra l'écouter dans 10 heures? Je l'ai bien aimé. Alors, c'est le producteur qui va répondre. Non, en fait, Attention, oui. tu es une carte d'identité. Non. Sérieusement, on a la chance que le film va être édité aux éditions Actes Sud. Et ça va sortir le livre va sortir au moment de la sortie du film. Et donc, dans le livre, que vous pourrez trouver dans toutes les librairies, j'espère, il y aura un QR code à l'intérieur, dans lequel il y aura la musique. Donc, vous pourrez éventuellement le télécharger, ce qui vous renverra à Spotify, Merci. Ah, il y avait le monsieur avec le polo jaune et puis après, le petit garçon et après le monsieur. Oui, dans les crédits, j'ai vu que l'actrice qui a la voix de Selma et les chants, c'est pas la même personne. Absolument. Et donc du coup, je voulais savoir comment s'est fait le raccord, parce qu'on ne sent pas. Eh bien, tant mieux. Effectivement, on a au tout début réfléchi à enregistrer une comédienne qui pouvait faire la voix et chanter en même temps. Et en fait, pour des raisons de calendrier, ça s'est avéré compliqué de faire ça parce qu'il fallait vraiment très en amont. Comme on enregistre les voix en amont très tôt, avant de faire la fabrication. Et la musique, généralement, vient un peu après. Donc ça voulait dire de résoudre des problèmes, on va dire, d'organisation, de planning qui étaient assez complexes. Et c'était aussi difficile de trouver une comédienne, chanteuse, surtout qu'on ne savait pas vraiment, quand on enregistrait les voix, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire avec cet opéra. C'était encore un peu nébuleux, on avait des vagues idées, donc on a fait le choix de vraiment enregistrer la comédienne avant. Et après, on a essayé de trouver une chanteuse qui collait à peu près. Mais en fait, si on l'écoute bien, c'est pas tout à fait le même timbre. Célia Kameni, la chanteuse, elle a une voix plus grave. Ça s'entend un tout petit peu. Mais ça raccorde pas mal, ouais. C'était bien de faire ça. Et on a eu la chance aussi, en cours de route, de trouver cette chanteuse Célia qui a improvisé en fait le chant que vous entendez de l'opéra. Il y a une trame évidemment sonore qui était écrite par le compositeur, mais ce qu'elle chante, c'est de l'improvisation. Donc c'est une chanteuse de jazz qui a l'habitude de faire ça, mais c'était totalement improvisé. Et moi j'étais très content de ça parce que l'opéra, je voulais éviter le côté chanteuse classique, etc. Et je voulais qu'on aille dans une autre direction qui soit plus inventive, plus étonnante. Et donc je pense que là aussi l'inspiration, au sens propre et au sens figuré, était présente à ce moment-là. Alors attendez, les adultes, on attend priorité aux enfants. Là, il y a une toute
une fille qui veut poser une question derrière vous, et après il y avait le monsieur, et après madame. Moi, je voulais savoir comment vous avez eu toutes ces idées pour les dessins, donc tout ce qui est l'univers avec, par exemple, la végétation, les bâtiments, par exemple les étoiles transparentes, j'ai trouvé ça super. Et il y avait quoi d'autre qui était cool? Il y avait les cactus renversés. Ah, les cactus. Je trouvais ça très très beau, l'univers un peu magique et en même temps... Est-ce que tu avais envie d'y aller, toi, dans cet univers? Oui, ouais. Avec les nuages colorés, avec des teintes de couleurs, et l'idée de l'opéra qui est dans les airs, je trouvais ça génial aussi. Quand ils montent dans la nacelle. Alors, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'aime bien l'illustration. Par exemple, on a parlé de livres tout à l'heure. C'est vrai que je suis très consommateur de livres pour enfants, notamment. Et puis, donc c'est une source d'inspiration importante. Après, quand on fait un film, donc il y a des inspirations qui sont parfois évidentes, d'autres qui le sont moins. Il y a des fois des inspirations qui s'expriment malgré nous-mêmes. En fait, on se rend compte après coup, on se dit tiens, mais ça, je l'avais déjà vu il y a longtemps, donc on ne sait pas toujours où ça vient. Et puis après, il y a cette espèce d'exercice, c'est-à-dire que plus on dessine, plus les idées viennent, plus l'univers se développe de lui-même en fait. Il y a un moment donné où, par exemple, les étoiles transparentes, c'est quelque chose qui est venu très spontanément, il n'y avait pas de référence précise par rapport à cette idée-là. Dans un film comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que l'univers est très riche. En fait, la grande difficulté, c'est de s'arrêter, de ne pas en faire trop. Et il y en a beaucoup dans ce film, et j'aurais pu en mettre encore beaucoup plus. Mais en fait, il fallait faire attention de trouver le bon dosage pour ne pas submerger l'histoire de détails qui viennent nuire aussi à la personnalité, à des personnages, à toute la trame narrative. Et donc il faut trouver le bon équilibre. Il faut que toutes ces petites trouvailles arrivent au bon moment sans trop être présentes. Il y avait encore une question jeune public juste à côté, on va la prendre dans la foulée, vas-y. Pourquoi, avec le monstre gonflable, avec les tempêtes, vous n'avez pas pris une punaise pour qu'il explose? Ça, c'est vrai. Ah bah non, On n'a pas pensé. c'est au niveau de la production que vous ne voulez plus avoir de punaises, c'est quoi? Rob, tu réponds? Non, il n'y avait pas de punaises dans Royaume des Commandeurs. Ils les ont enlevés exprès, justement, sinon il n'y aurait qu'un court-métrage. Bon voilà, on aurait dû faire appel aux enfants pour écrire ce scénario, ça aurait été beaucoup plus simple à fabriquer. C'est une idée pour le suivant. Alors, je crois qu'il y avait monsieur qui avait une question, et puis après, et là-bas. Alors ici, là. Attendez, non, on va pas passer ce micro sinon ça va être compliqué. On prend le temps. Là. Merci. Bonjour, donc merci beaucoup toute l'équipe pour ce charmant dessin animé, tout à fait inventif, j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais encore une question concernant le son et plus particulièrement la musique. Donc tout au long du film, on entend quelques notes de piano qui reviennent tel un leitmotiv et pendant tout le film, alors je ne sais pas si c'est moi qui délire, si c'est une ressemblance fortuite ou vraiment inspiration, mais j'ai pas arrêté de penser à l'un de mes dessins animés préférés, c'était Le Roi et l'Oiseau, où il y avait une scène un peu semblable au niveau des notes de musique, avec un automate qui dansait devant le roi. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu une inspiration, c'était vraiment une coïncidence. Non, c'est pas du tout une coïncidence. Merci pour la référence. Non, en fait, Le Roi et l'Oiseau, c'est un film que moi j'ai découvert au cinéma quand j'étais enfant. C'est un film qui m'a profondément marqué. Parce que, en fait, c'était un film qui contient une note de mélancolie qui est très présente. Et en fait, dans l'univers des films pour enfants qu'on voit aujourd'hui, la mélancolie, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Et moi, je trouvais que c'est le souvenir que j'en avais très fort, c'est cette note mélancolique qui teinte très très fort le film, et qui est due à la musique. Et quand j'ai rencontré Pablo, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi je veux que la musique ait une teinte mélancolique en partie, pas que, parce qu'il y a aussi des moments joyeux, etc. Mais je voulais qu'on retrouve ce sentiment de mélancolie.
Et je trouve que c'est aussi ce qui fait, pour moi, le charme de Sirocco, c'est qu'il y a des scènes d'action, il y a des scènes drôles, etc. Mais il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de teinte qui colore très fortement le film, qui est presque à l'inverse même des couleurs très joyeuses, qui ramène le film sur terre, je sais pas comment dire. Et c'était très important pour moi. Mais oui, Alors, il y avait là et madame aussi, vous avez toujours une question? Je pensais que ça concernait juste le livre. Alors, attendez, on va vous donner un micro, comme ça tout le monde vous entend. C'est pas grave, si on en a parlé avant, on peut revenir. Et après, là-bas, il y avait une question pour la suivante. Oui, non, c'est une question de timing qui m'intrigue un peu, vu le temps de fabrication d'un livre, aussi, de ce côté. À quel moment ça se décide? Parce que là, ça doit être imprimé, je suppose. Le diffuseur doit être partie de travail, ça commence à être distribué en librairie, si ça doit sortir en décembre. Est-ce que déjà l'illustrateur c'est vous? Ou est-ce que c'est un ou une illustratrice autre? Ou est-ce que c'est des images du film? Et comment, Actes Sud notamment après le projet, alors que logiquement le dessin animé était en fabrication, comment ça s'est passé en fait tout ça pour se faire en même temps? Alors c'est une réponse, c'est une question très technique, mais je laisserai parler Ron qui a aussi quelque chose à dire là-dessus. Mais le processus, c'est qu'en fait, Actes Sud a été impliqué dans le projet très en amont. Donc, ils ont décidé de faire le livre avant même qu'on commence la fabrication du film. Ils avaient vu des images et ils étaient partants. Voilà. Et donc après, c'est vrai que pendant la fabrication, on était tellement noyés par le travail à faire, et c'était absolument impossible de faire le livre en même temps. Et donc, une fois le film terminé, il y a une espèce de course contre la montre pour faire le livre dans la foulée, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu terrible parce qu'on travaille énormément et puis une fois que c'est fini, on se dit ah c'est fini. Ah non, il y a encore les c'est parti pour le... Donc voilà, il faut refaire ce travail-là. Mais pour répondre précisément à votre question, on a pris des images du film et on a construit le livre à partir de ça. Et ça s'y prête assez bien. C'est quand vous avez vu le résultat, mais c'est vrai que c'est un film qui se prête aussi à l'édition. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui est très proche de l'illustration dans la composition et les couleurs. Donc c'était assez facile d'en faire un livre. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai été sur le projet, j'ai tout de suite vu ce projet comme un film qui était en équilibre entre un film grand public et un film d'auteur. Et dès le début, j'ai essayé de le présenter aux financiers en leur disant, voilà, pour moi, c'est pas qu'un film, il y a tout un univers à créer. Je rentre d'ailleurs dans un univers. Il y a tout un univers vis-à-vis du livre. Il y a un univers vis-à-vis potentiellement de la série aussi. Pourquoi pas faire une série à partir de cette histoire, elle s'y prête. Et de ces personnages peuvent être déclinés. D'ailleurs, les enfants qui n'ont pas eu d'autocollant, vous viendrez me voir après, j'ai des autocollants pour vous. Et on va également éditer des sérigraphies. Et on a signé un partenariat avec une entreprise française de jeux vidéo. Et donc, on va avoir un jeu vidéo à destination des enfants qui va sortir d'ici un an à peu près. Voilà. Mais on s'est retrouvé en fait aussi face à des investisseurs où on leur présentait toutes ces potentialités et ils nous répondaient mais c'est trop de travail pour nous. C'est trop, on préfère travailler sur Paddington 2 parce que la marque existe déjà. Voilà, donc c'était très très frustrant pour nous de les faire venir et puis à mesure en fait pendant la fabrication justement du film, on était très rapidement avec les images et les scénarios, on est allé voir Actes Sud et on leur a proposé de sortir un livre. Et après, il fallait effectivement régler la temporalité entre ces différents éléments. Voilà. C'est un livre jeunesse qui sortira donc au moment du salon du livre de jeunesse de Montreuil, donc fin novembre, et le long métrage sort en décembre. Donc il y a une vraie concomitance. C'est très intéressant d'être arrivé pour le coup là-dessus. Donc il y avait une question là-bas depuis. Bonjour. Déjà merci pour l'un des plus grands moments d'animation pour moi de 2023. C'est gentil. Ouais, non, c'était vraiment mon long métrage d'animation préféré de 2023. Je trouvais ça extrêmement riche au niveau de l'univers, de la complexité des personnages, comme vous en parliez avant, très basé sur l'émotionnel, un côté très mélancolique au final dans le background de Selma, dans le background de Sirocco, que j'ai beaucoup aimé. Je vais en autocollant aussi. Parce que je vois pas. Non, j'ai 16 ans et demi. Non, j'en ai 24, mais j'aurais quand même un autocollant.
Ma question, elle pesait plus du coup sur l'animation que sur le son, dont on a pas mal fait le tour, même si toute la bande originale était magnifique. J'ai ressenti, comme vous le disiez avant, beaucoup d'inspiration de livres pour enfants. Dans le pyjama, j'ai vu Max et les Maxi Monstres. Dans le design de personnage, j'ai vu Claude Ponty, beaucoup. Et en même temps que toute cette animation et cette illustration française, européenne, j'ai vu beaucoup d'animations japonaises dans le mouvement, justement vous en parliez, le mouvement du vent invisible, Miyazaki, Mind Game. Je pense qu'on arrive dans une génération de créateurs, de réalisateurs qui ont grandi à la fois avec Dragon Ball, à la fois avec les Shadok et les Études Column. Par quoi ça se traduit, cette volonté de co-créer entre des styles d'animation européens, américains et japonais, parce qu'on a grandi dans toute cette inspiration-là. Et est-ce que je pourrais avoir encore peut-être quelques exemples d'inspiration que je n'ai pas su percevoir? Ce sera une belle dernière question du coup, parce que je vois les enfants à 7 de 5 ans qui commencent à s'impatienter. Oui, encore une fois, c'est une question très pointue. Merci. En fait, vous citez les références que vous citez, évidemment, elles sont présentes dans le film. Je ne vais pas en rajouter pour en discuter après, si vous voulez, pour ne pas s'apesantir trop là-dessus. En fait, c'est vrai que moi, je trouve que moi aussi, je suis enfin, même si j'ai découvert Miyazaki assez tardivement dans mon parcours professionnel, je suis plus âgé que toi, ça a été quand même un événement majeur dans mon rapport à l'image et mon rapport au dessin animé. Et en fait, ce que moi j'ai vu dans l'animation japonaise, c'est cette dimension spatiale qui n'existe pas dans l'animation occidentale. Ils ont une façon très particulière de rendre crédible tout ce qu'ils dessinent. Et ça, c'est essentiellement dû au fait qu'ils placent des personnages dans des espaces crédibles et souvent très grands. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Miyazaki. Mais c'est présent dans toute l'animation japonaise. Alors il faut regarder longtemps l'animation pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais il y a des trucs, ils utilisent des trucs, des astuces. Donc moi j'ai conçu un gros consommateur de ce genre de film, donc il y a certains Miyazaki que j'ai peut-être vu 50 fois par exemple. Et donc en fait, quand on commence à voir comment ils placent notamment la caméra dans l'espace, avec beaucoup en fait, ils mettent la caméra dans tous les sens, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, en tant que spectateur, d'être immergé dans un monde. C'est ce que vous avez probablement ressenti en regardant ce film. Et moi, ce ressenti-là, je le vois pas souvent dans l'animation occidentale. Et donc j'ai voulu le mettre en pratique. Puisque comme je suis aussi enseignant et que j'en parle beaucoup, je me suis dit, plutôt que d'en parler, je vais le faire. Et donc, voilà, j'ai essayé, et en fait c'est vrai qu'il y a des astuces qui permettent de plonger le spectateur dans un univers. Et je crois que c'est ce que vous ressentez en voyant Sirocco. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit très souvent, parce que ça implique une façon de dessiner qui est très particulière, notamment avec beaucoup de plongées, contre-plongées, c'est ce qu'on voit dans le film. Et c'est très complexe à faire, parce que ça demande vraiment une grande exigence de dessin. Et donc voilà, je voulais me réapproprier tous ces films-là et d'en faire un film français, mais avec ces influences-là, et les revendiquer en disant voilà ce qu'on peut nous aussi faire de notre côté, mais en intégrant aussi toute cette histoire du dessin qui est propre à la France. Quand vous citiez Claude Ponty, moi je cite aussi Moebius, des gens comme ça qui sont des marqueurs très profonds dans l'univers visuel français. Et je voulais qu'on les retrouve aussi dans ce film. C'est une espèce de film mélange, et c'est vraiment ce que je souhaitais. Je voulais qu'on soit à la croisée des chemins avec quelque chose. Merci beaucoup Benoît. C'est Oecourt qui va distribuer le film, on a une date de sortie je crois. Le 13 décembre au cinéma, avec Oecourt. Voilà, donc si ça a plu aux petits, aux grands, vous pouvez revenir voir le film. Absolument y aller et en parler autour de vous, c'est très important.
Voilà. Sinon, on reprend les autocollants. Le producteur a parlé. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement Benoît, Ron, Régis, Luc et Alexis. Merci beaucoup.